piste gauche, piste droite. Depuis 2008, la Grèce est plongée dans une débâcle économique sans précédent. Partout, les symptômes de la crise sautent au visage. Pour survivre, les Grecs n'ont d'autre choix que d'adopter des stratégies ingénieuses, mais parfois illégales. Nous trichons tous. C'est à cause de la crise. Certaines femmes se tournent vers le plus vieux métier du monde. Et si un certain commerce du sexe est légal et encadré dans des maisons closes, la prostitution illégale fleurit plus que jamais dans les rues d'Athènes. On considère la Grèce comme le berceau de la démocratie, mais son histoire récente a aussi été marquée par une horrible dictature. Afin de se protéger des dérives autocratiques, on a adopté une loi unique au monde qui bannit les forces de l'ordre des campus universitaires. Le pays est un musée à ciel ouvert, et son patrimoine archéologique inestimable attise depuis toujours l'envie des collectionneurs du monde entier. Contre le pillage et le trafic illégal d'antiquités, l'État a mis en place des interdits musclés. Ici Christian Laurence, bienvenue à Tabou Interdit, en Grèce. La crise économique mondiale de 2008 a trouvé la Grèce handicapée par un fort déficit budgétaire et un endettement désastreux. Pour tenter de sortir de la crise, le gouvernement grec a dû imposer à ses citoyens des mesures d'austérité sans précédent. Mais ce traitement choc est difficile à avaler. Agis Veloutis connaît bien la situation. Blogueur économique, il critique l'absurdité du système de taxation grec. D'après la constitution grecque, tous les Grecs doivent payer des impôts en fonction de leur capacité financière. Mais ce n'est pas la réalité. Tout revenu doit être déclaré. Du coup, vous êtes obligé de reverser à l'État 27% de votre revenu sous forme de contribution sociale pour une retraite que vous ne toucherez peut-être jamais. Il n'y a aucune garantie que vous récupérez cet argent un jour. Ensuite, vous devez payer 30% d'impôts dès que vous touchez le moindre euro. Et vous devez payer en avance la totalité de vos impôts en prévision de l'année suivante. Si on additionne le tout, c'est plus de 80% de votre revenu qui s'envole en fumée. En plus de cela, vous devez payer 650 € par an juste pour avoir eu le privilège de travailler.
Ce n'est pas rare pour une entreprise grecque œuvrant dans le secteur tertiaire de reverser plus de 60% de ses revenus à l'État. Ce n'est pas un système qui peut durer. Un tabou, c'est souvent quelque chose que tout le monde fait, mais dont personne ne parle. Par exemple, parmi les stratagèmes que les Grecs ont trouvés pour survivre à la crise, l'évasion fiscale et le travail au noir deviennent de plus en plus courants. Le travail non déclaré existait avant, mais la crise l'a exacerbé. Il sévit particulièrement dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration. Des mesures punitives ont été adoptées pour tenter de limiter le phénomène. Mais pour les employeurs, il est plus rentable de risquer recevoir une amende que de payer les frais. En vérité, avec le manque d'inspecteurs pour contrôler le travail au noir, le risque d'être pris la main dans le sac est minime. Des études évaluent qu'en moyenne, une entreprise ne sera inspectée qu'une seule fois en 33 ans. Il n'y a pas un cercle vicieux là-dedans. Je veux dire, cette situation-là est une conséquence de la crise, mais ce n'est pas aussi une cause de la crise. Le problème existait avant la crise, mais dans la situation actuelle, certains jeunes sont prêts à accepter n'importe quel boulot, même au noir. Cette situation est devenue si écrasante qu'il est mieux pour certains de cacher une partie de leurs revenus. Sinon, il faut mettre la clé sous la porte. Aujourd'hui, de plus en plus de gens ont recours à ce genre de stratagème. Ilias Sidaris en sait quelque chose. Avocat, il défend les clients accusés de frauder l'État et ses impôts. Éviter de payer les impôts, c'est prendre un coup d'avance sur les banques et le système fiscal. Moi-même, en tant que professionnel, je préfère ne pas donner de reçus. Alors je comprends que celui qui gère une cantine ne veuille pas plus en émettre. Jusqu'à ce qu'on ait un système efficace, cette stratégie sera employée. T'évalues à quel pourcentage des entrepreneurs grecs qui ont recours à ce genre de passe-passe-là? 100%. Quand la taxe était de 10%, les gens la payaient. Aujourd'hui, avec un tel taux d'imposition, que feriez-vous dans la même situation? Donc, c'est devenu la norme de tricher l'impôt. Ce n'est pas de la triche, c'est de l'évitement fiscal. Et c'est légal. Si vous ne pouvez pas cacher une partie de votre revenu au fisc ou trouver une façon de gagner de l'argent par des moyens détournés, comme en facturant vos services depuis un pays voisin où le taux d'imposition s'élève à 10% contre 80% ici, vous êtes mieux d'arrêter de travailler, de quitter le pays et de partir travailler à l'étranger. Chaque année, 15 milliards d'euros échappent à l'impôt, soit 15% du produit intérieur brut de la Grèce. Pour contrer ce phénomène, le gouvernement multiplie les inspections, surtout dans les régions et les secteurs propices à l'évasion fiscale. Ici, dans ce marché d'Athènes, tous les commerçants doivent fournir un reçu avec chaque achat. Vous voyez, ils ont 3 catégories de prix pour les œufs en fonction de leur variété et de leur taille. Et là, il me fournit un reçu parce que maintenant, tout le monde est obligé de le faire. Merci. Et j'ai payé 1,80 € pour les œufs. Merci beaucoup. Donc, tout le monde ici produit des reçus maintenant? Oui. Vous ne pouvez pas y échapper parce qu'il y a constamment des contrôles. C'est marrant, si on veut, parce que la Grèce aujourd'hui est victime d'évasion fiscale massive, mais les commerçants qui devraient fournir des reçus, notamment pour des achats plus importants, se montrent récalcitrants. Alors que sur un marché où les échanges s'élèvent à 1 ou 2 euros, les marchands sont obligés de remettre des reçus à cause des contrôles constants. C'est comme si on s'acharnait sur les plus petits.
C'est facile. Vous êtes un inspecteur, vous venez ici une fois par jour, vous vérifiez que tout le monde fournit bien des reçus, puis vous rentrez chez vous en étant satisfait de votre journée. Alors ici, on a la femme la plus belle dans le plus beau kiosque. On va acheter des citrons et des avocats. Goûtez. C'est très bon. You have to give a receipt to everybody? Oui, Okay. parce que je paie une taxe sur tous les produits que je vends. Tant que je ne l'ai pas payé, je ne peux rien acheter. Alors c'est logique. Les clients doivent la payer à leur tour. Merci beaucoup. Qui alors fait de l'évasion fiscale, de la fraude fiscale? C'est principalement ceux qui travaillent dans le secteur tertiaire. On parle surtout d'une transaction entre deux individus. Par exemple, vous êtes médecin et je suis votre patiente. Si je n'ai pas besoin d'un reçu pour me faire rembourser par mon assurance, nous pouvons nous mettre d'accord pour ne pas en produire un. En tant que médecin, vous allez m'offrir un service à un moindre coût. C'est avantageux. Cela ne change rien pour moi. Je sortirai juste moins d'argent de ma poche. C'est gagnant-gagnant. L'évasion est donc plus facile dans le secteur tertiaire. Si la plupart des commerçants que je rencontre s'affichent comme honnêtes et respectueux de la loi fiscale, d'autres tiennent un tout autre discours. Nous trichons tous. Oui, c'est à cause de la crise. People are cheating more. Oui, c'est à cause de la crise. Les impôts sont trop élevés. So what do people do? They don't give receipt. On s'en moque des reçus. Personne n'en demande. But I see everybody giving receipts here. Ils le font de temps en temps, mais personne ne les réclame. Voilà, c'est votre première visite? No, second time, but first time that long in Athens. C'est bon, How much? vous êtes son ami. Come on. That's why there's a crisis. You have to get the money. Au diable, la crise! Qu'est-ce qu'on risque quand on fait de l'évasion fiscale, quand on évite de payer les impôts? Le fisc va mener des raids dans les bars, les petits restaurants. Avec le montant que les propriétaires doivent reverser à l'État et les amendes, ils se voient souvent obligés de mettre la clé sous la porte. Mais cela n'empêche pas les autres de tenter de survivre par les mêmes moyens. N'oubliez pas que la survie est un droit fondamental. Vous ne pouvez pas collecter ce qui n'existe pas. En fin de compte, l'État est en train de créer une classe inférieure qui est exclue de l'économie. Et si ces gens trouvent le moyen de quitter le pays, ils le feront immédiatement. En ce moment, en Grèce, il ne reste plus que des petites entreprises. Et malheureusement, avec la nouvelle augmentation des taux d'imposition ces derniers mois, ces petites entreprises ferment également ou partent s'installer à l'étranger. Au bout du compte, il n'y aura plus que des retraités, des fonctionnaires et des enfants en Grèce. Je refuse d'imaginer le pourcentage des entreprises qui ont recours à des stratégies malhonnêtes. Mais j'ai tendance à être sympathique à leur cause, car leur fardeau fiscal est tout simplement insupportable. Les amendes ont augmenté, mais ça n'empêchera pas l'évasion fiscale. Même les juges se rangent aujourd'hui du côté des accusés. Ils comprennent la situation, qu'ils vivent eux-mêmes. Aujourd'hui en Grèce, on dit que tu peux fermer toi-même ta boutique ou laisser l'impôt le faire à ta place. Au fond, le vrai tabou concernant la crise, c'est peut-être de réaliser qu'elle a certains effets positifs. Aujourd'hui, on se rapproche plus facilement de ses voisins. J'apporte le vin, tu apportes les grillades. On mange ensemble, puisqu'on n'a pas assez d'argent pour sortir.
On voit le bon côté des gens aujourd'hui. La crise a rassemblé les gens. Oui, et les familles aussi. Avant la crise, les familles envoyaient les personnes âgées dans des maisons, tu sais... Ah, yeah, old folks home. Like, Oui. yeah, old- yeah. Maintenant, ils accueillent leurs aînés à la maison. Parce que les 600 ou 700 euros que ces derniers perçoivent aident toute la famille. Et la famille est à nouveau réunie. Pour survivre, un nombre inquiétant de femmes grecques se tournent vers la prostitution. Le métier est techniquement légal et encadré, mais la crise a dramatiquement compromis ses conditions de travail. Dans les maisons closes, vous devez accepter un trop grand nombre de clients et ça ne paie pas vraiment bien. Dans la rue, vous gagnez mieux votre vie. Depuis 1999, la prostitution est légale en Grèce, mais pour les quelques 1000 travailleuses du sexe qui bénéficient d'un cadre contrôlé et somme toute sécuritaire, on estime qu'il y en aurait 17 fois plus qui pratiquent le plus vieux métier du monde dans l'illégalité. Je peux te demander quelque chose? Phyllis se termine ici. C'est bien ça? C'est quoi le quartier où on s'en va en ce moment? Le nom de la rue, tu veux dire? Yeah. Phyllis. Phoenix. Et c'est là qu'on peut voir les prostituées à Athènes. Oui, les maisons closes, avec des permis en règle et tout. OK. Vous êtes sûr que vous ne serez pas malade le lendemain? L'État contrôle le marché et octroie des permis de maisons closes en échange de règles très strictes. Les propriétaires doivent assurer un suivi médical et offrir un contexte de travail sécuritaire. En plus d'avoir plus de 21 ans, les travailleuses du sexe doivent prouver qu'elles ne sont pas mariées, qu'elles n'ont pas de casier judiciaire, qu'elles ne sont pas toxicomanes et, afin d'éviter le trafic humain, qu'elles possèdent au moins le statut de résidente du pays. Il y a toujours eu pour les garçons ce rite de passage vers l'âge adulte. On amène les jeunes hommes à des femmes plus âgées pour leur première fois. C'est toléré. C'est le plus vieux métier du monde et nous sommes la plus ancienne des civilisations en Europe. Alors pourquoi pas? L'un ne va pas sans l'autre. Hé, l'ami, nous cherchons un bordel. Où il y en a? Par là? Où? Il a dit qu'il ne savait pas, puis il a souri. Moi, il me semble qu'il sait pas. Les gens sont gênés un peu de parler de ça, tu crois? Certains, mais pas tout le monde. Tu vois la lumière? Here? Ouais. 1, 2, 3. How do you know? Je vois la lumière. The lights. On peut entrer et demander combien ça coûte. Ça, c'est un bordel. Là. Oui, C'est un bordel officiel. oui. Christian, viens avec moi. On va le leur demander, sans la caméra.
On est loin d'une attraction aussi touristique que le Red Light d'Amsterdam, mais on voit de nombreux groupes de jeunes hommes passant d'une porte à l'autre. Et si le commerce du sexe se déroule de façon plus ou moins affichée, les caméras, elles, ne sont tout de même pas bienvenues. Alors, on vient de rentrer au bordel, là. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? J'ai demandé si on pouvait entrer avec la caméra, si on ne montrait pas les visages. Elle m'a répondu que non. La fille vient d'un pays de l'Est et elle a peur que ça se retrouve sur Internet et qu'ensuite elle ait des problèmes avec la police. J'ai demandé ailleurs et c'est la même chose. Elle n'est pas d'ici. You know what? I don't think that they let us. Non, C'est plus une question de légalité. parce que les hommes ont peur aussi que leurs photos finissent sur Internet et que leurs femmes les voient. Yeah. No, we're going away. Don't worry. Une nouvelle tendance est en train de se dessiner aujourd'hui. Alors que ce métier était autrefois dominé par des ressortissantes étrangères, nous voyons de plus en plus de femmes grecques sur le marché. Et ce n'est pas seulement le nombre de femmes, 17 000 prostituées. C'est l'ampleur de leur désespoir. Le ridicule des montants qu'elles demandent exprime à quel point elles sont désespérées et prouve l'état épouvantable dans lequel est plongée la société grecque. Dans les cas les plus extrêmes, les plus désespérés, on voit des filles qui demandent aussi peu que 2 ou 5 euros par client. Certaines de ces femmes sont étudiantes. Leurs familles ont des difficultés financières et elles doivent trouver une solution rapide. D'autres peuvent être des toxicomanes, mais là encore, c'est le signe d'un État défaillant dans une économie défaillante. Nous n'avons jamais connu ce genre de situation auparavant. Des études récentes le prouvent. Mais ça, la population grecque n'aime pas l'entendre. Autre conséquence de la crise financière, la chute vertigineuse des tarifs dans les maisons closes. Autrefois 150 euros, une passe se négocie aujourd'hui aux alentours de 20 euros. Certaines prostituées ont dû se rabattre vers la rue, ce qui a eu pour effet d'exacerber la prostitution illégale. Dans les maisons closes, vous devez accepter un trop grand nombre de clients et ça ne paye pas vraiment bien. Dans la rue, vous gagnez mieux votre vie. Et vous n'avez pas à recevoir d'ordre de personne. Évidemment, vous ne pouvez pas négocier. Les prix sont fixes. Aujourd'hui, c'est à peu près 80 euros. Exact, 80 euros. Pour à peu près 20 minutes. 20 minutes. 20 minutes. And in the bordello, what's the price in the bordello? 10 euros, c'est pas assez. Est-ce que la police t'embête à l'occasion? Jamais. Plus maintenant. Avant, oui. Avant, la situation était très difficile. Tu devais passer toute la nuit au commissariat et après, tu allais au tribunal. C'était trop long. Ils t'arrêtaient à minuit et tu ressortais à 5 heures de l'après-midi le lendemain. Les forces de l'ordre n'ont pas été épargnées par la crise. Leurs ressources ont été réduites. Les policiers n'ont même plus les moyens de mettre du carburant dans leur moto ou dans leur voiture pour aller patrouiller dans les rues. Leur intervention,
C'est plus une tape sur les doigts qu'autre chose. La Grèce n'a jamais montré son intention de prendre des mesures concrètes contre la prostitution illégale. C'est cet aspect-là qui m'a interpellée en tant que journaliste. Pas la prostitution en tant que telle. Jusqu'où une femme grecque est prête à aller dans cette crise économique? Ça pourrait être moi. Ça pourrait être mon ami. Ça pourrait être ma fille si rien ne change. J'espère que non. Au lieu de faire face à la situation, les autorités ciblent les journalistes, les membres de la presse qui soulèvent le problème. En novembre 2015, Ante Karasava a publié un article alarmant sur les conditions des prostituées grecques. Son titre était à glacer le sang. Les étudiantes grecques vendent leur corps pour de la nourriture. Quand tu as publié ton papier, quel genre de réaction t'as reçu? C'était déconcertant. Je suis tombée des nues. J'ai couvert la guerre, le terrorisme. Je me suis attaquée à des sujets 10 fois plus difficiles et violents. Je pensais que mes pairs et mes compatriotes se montreraient plus réceptifs à ce que j'avais à dire. Au lieu de ça, j'ai été diabolisée. Ils me voient comme une étrangère venue s'installer ici, qui ose dire que leur petite fille se prostitue pour pouvoir manger. Je n'ai pas pu répondre. Je voulais réagir contre ceux qui avaient tenu des propos vraiment diffamatoires à mon égard, mais je me suis rendu compte que c'était la réaction d'une nation meurtrie. Il n'y a pas grand-chose à faire. Vous pouvez le comprendre, mais pour moi, il n'y avait aucune justification. C'est un tabou. Je ne sais pas si c'est un tabou ou si c'est seulement que les Grecs se sentent blessés. Ils ont tellement souffert après 6 années d'énormes coupes budgétaires. Ils ont vu leurs revenus baisser de 30 %, le chômage augmenter de façon spectaculaire, et maintenant, ils voient leurs jeunes qui ont recours à ces moyens simplement pour survivre. Même si ce n'est que quelques centaines parmi ces 17 000 prostituées, les Grecs n'aiment pas en entendre parler. En 1973, la révolte populaire menée par les étudiants renverse la dictature et impose aussitôt une loi qui interdit aux forces de l'ordre d'accéder au campus universitaire. Ici, la police s'en vient comme ça. Moi, j'ai juste à venir ici. Si on veut. Le quartier d'Exarchia, en plein cœur d'Athènes. À première vue, ça m'apparaît surtout comme un endroit vibrant, aux murs couverts d'art urbain et habité par une faune jeune et progressiste. Mais Exarchia, c'est aussi un quartier unique, une enclave anarchiste où la police n'entre pratiquement jamais. Mon guide Alkis me recommande d'ailleurs la plus grande discrétion. Les habitants d'Exarchia n'apprécient pas les caméras. Il faut garder les yeux ouverts. Ce n'est pas facile de venir ici avec une caméra. Ils vont se demander si on est de la police. Personne ne sait.
Les gens viennent ici boire de la bière. À la limite ouest d'Exarchia se dresse l'école polytechnique, un endroit légendaire, foyer de la révolution populaire qui mena à la chute de la junte militaire au pouvoir dans les années 70. Le 14 novembre 1973, des étudiants déclarent la grève et se barricadent dans l'école. Ils diffusent à la radio des messages qui appellent la population à les rejoindre pour protester contre le régime et exiger une vraie démocratie. La dictature répond alors par une répression sanglante. Les militaires ont pénétré dans l'enceinte de l'université et les gens se sont mis à courir partout. C'était très dangereux parce que des coups de feu étaient tirés dans les rues. And then since then, there's this law saying that the police can't go inside. That's it? Aujourd'hui, la police n'a pas le droit d'aller sur le campus. Non. Dimitris Kakoudiotis, journaliste, ingénieur civil et ex-haut fonctionnaire, était lui-même étudiant à la Polytechnique en 1973. Il comptait parmi les têtes dirigeantes du mouvement contestataire. J'étais parmi les leaders étudiants qui ont provoqué cette situation. Ce fut un événement majeur. Après que nous nous soyons enfermés dans la Polytechnique, la situation est rapidement devenue critique et la junte a décidé de donner l'assaut. Il y a eu des victimes. C'est à ce moment que la dictature a perdu la bataille morale. Nous étions vus comme des héros alors que l'institution universitaire avait perdu sa légitimité car elle avait collaboré. Alors moi, si je suis ici, je peux me faire arrêter par la police, mais si je suis là, à l'intérieur, je peux pas. Exactement. On appelle ça l'asilo. Asilo. L'asile. OK. Lorsque la démocratie fut enfin de retour en Grèce, le Parlement adopta le principe sacré d'asile universitaire. Dès lors, policiers et militaires n'avaient simplement plus le droit d'entrer sur les campus. Sofia est la nièce d'Alkis. Elle vit à Exarchia et étudie à la Polytechnique. Les révoltés de 73 sont toujours pour elle des modèles inspirants. Est-ce que c'est un endroit qui est important pour toi? Oui, parce que ça prouve que les étudiants peuvent s'unir pour faire changer les choses. Ils peuvent se battre pour la liberté et pour leurs convictions. Là, vous pouvez voir le portail que les tanks ont défoncé lors de l'assaut. Il ne faut pas oublier que plusieurs étudiants sont morts ce jour-là. C'est pour ça que cette entrée n'est jamais ouverte, excepté le jour anniversaire de l'événement. Qu'est-ce que ça dit ici, Sophia? Il faut de la bonté et du courage pour atteindre la liberté. Cet édifice était inoccupé, alors on y a installé des réfugiés. Mais quand l'université s'en est aperçue, elle a dit qu'elle voulait le récupérer. Mais nous, les étudiants, on n'a rien contre les réfugiés. Leurs enfants jouent ici et on est très contents. Si pour plusieurs, cette mesure demeure un symbole intouchable de la résistance contre l'oppression, pour d'autres, elle a aujourd'hui perdu son sens. Alors ici, c'est comme une zone, on est juste derrière l'université, c'est une zone protégée en fait. Oui, So, it's a protected zone. c'est une zone protégée contre la soi-disant violence de l'État. Alors si je me fais poursuivre par la police ici, là, la police s'en vient comme ça, moi j'ai juste à venir ici, and I'm safe. Si on veut, oui. L'asile universitaire a été créé après les troubles de 73. Mais aujourd'hui, il cause plus de dommages que de bien à la société grecque. Tu dis que c'est plus dommageable que favorable maintenant? Il n'est pas rare que l'asile universitaire serve de paravent à des activités criminelles ou à l'immigration illégale. Ça n'a plus rien à voir avec la protection et la libre circulation des idées, avec la liberté ou le progrès universitaire. Cette mesure ne protège plus rien de tout ça. C'est une idée dépassée, mais la majorité de la communauté universitaire y reste attachée, surtout par tradition.
On se rend compte que c'est pas que les étudiants qui se servent de cette exception légale-là. Il y a toutes sortes de gens qui en profitent. Oui, bien sûr. Tout d'abord, nous savons qu'il y a du trafic de drogue sur le campus. On a même découvert un emplacement où l'on faisait pousser du hashish. Beaucoup de gens trouvent refuge ici. Et au nom de cette très noble idée d'asile, il y a des espaces et des chambres qui sont occupés par des gens qui n'ont rien à voir avec l'université. Face à la recrudescence de la délinquance, la loi sur l'asile universitaire a été abrogée en 2011. Malgré tout, la police évite toujours de pénétrer sur le campus. Si la loi a été modifiée, l'interdit, lui, demeure. Même si le recteur appelle la police, cette dernière est très réticente à intervenir parce qu'elle a peur d'être mal vue à cause de cette tradition qui lui interdit de pénétrer sur le campus. Je vais vous donner un exemple absurde. Un jour, j'avais garé ma voiture à l'extérieur de mon bureau. Quelqu'un a fracassé une vitre. J'ai dû appeler la police pour qu'elle vienne constater les dégâts et trouver le coupable. Mais ils n'ont pas pu entrer. J'ai dû faire remorquer ma voiture en dehors du campus et ensuite faire venir la police parce qu'elle n'avait pas le droit de mettre les pieds sur le site de l'université. Pour que la police puisse entrer, il fallait organiser un comité avec un représentant des étudiants et des membres de la faculté. Il fallait qu'ils soient tous d'accord pour appeler la police. La police et le recteur ont peur de faire intervenir les forces de l'ordre sur le campus. Toi, en tant qu'étudiant en droit, est-ce que tu penses que c'est une pratique qu'on devrait éliminer complètement? S'il s'agissait simplement de protéger les lieux sacrés en Grèce, je serais d'accord. Mais les universités ne sont plus des lieux de résistance contre le régime aujourd'hui. L'objectif d'une institution comme celle-ci devrait être de nous enseigner la libre expression. S'ils essaient de faire autrement, c'est de notre devoir de résister. Nous devons vivre selon nos convictions. Est-ce que vous croyez que plus de 40 ans plus tard, la tradition de l'asile universitaire en Grèce est pertinente? C'est là tout le paradoxe grec. On va créer une loi et tout faire ensuite pour la contourner. La Grèce souffre aujourd'hui de l'absence d'un mouvement de la jeunesse, au moment où elle en aurait le plus besoin. La jeunesse actuelle possède un outil extraordinaire, mais s'en sert mal. On ne peut pas juger une génération entière en une seule phrase, mais je crois que oui. Dans notre pays, on passe trop de temps à penser à l'histoire et pas assez au présent. Est-ce qu'on peut comparer cette période-là à aujourd'hui? À l'époque, nous voulions trouver des solutions aux problèmes. Aujourd'hui, tout est relié aux enjeux internationaux. Quand des collectionneurs sont prêts à offrir des fortunes pour des antiquités, difficile de résister à la tentation de piller le patrimoine archéologique. En Grèce, le commerce illégal des antiquités arrive en 3e position des trafics illicites, après ceux des armes et de la drogue. Si quelques 22 millions de touristes visitent la Grèce chaque année, c'est peut-être pour profiter de ces îles paradisiaques, de ces eaux d'un turquoise cristallin et de l'hospitalité légendaire de ses habitants.
Mais plusieurs viennent aussi pour découvrir le riche héritage de l'un des principaux foyers de la civilisation occidentale. On comprendra alors que pour les Grecs, l'histoire, leur histoire, c'est une véritable richesse nationale. Partout où on pose les yeux, c'est comme si l'Antiquité nous interpellait directement. On a souvent dit, et avec raison, que le pays est un véritable musée à ciel ouvert. En Grèce, où que vous creusiez, vous allez faire des découvertes archéologiques. Donc, c'est très difficile de réguler ce qui se passe dans les coulisses. Le commerce illégal des antiquités arrive en troisième position des trafics illicites, après ceux des armes et de la drogue. Les Grecs ont une relation assez particulière avec leur histoire. Est-ce qu'ils connaissent bien leur histoire? Effectivement. Les Grecs ont une relation très particulière avec leur histoire et leur patrimoine. Mais oui, je pense qu'ils connaissent leur histoire, surtout les nouvelles générations. Mais ne vous méprenez pas. Je crois que c'est inscrit dans nos gènes de transmettre notre histoire et de faire découvrir notre patrimoine, surtout puisqu'ils sont aussi riches. On célèbre la Grèce comme le berceau de la démocratie. Mais l'histoire enseigne que cette expérience fut très brève et suivie de 22 siècles d'asservissement à des puissances étrangères. De l'Empire romain aux Ottomans, jusqu'aux rois imposés par les couronnes européennes modernes, les Grecs ont toujours eu un maître qui dictait sa loi. Et quand la bourgeoisie et les intellectuels européens du 19e siècle se sont découverts une passion pour l'Antiquité, la Grèce est devenue un terrain de jeu pour les aventuriers, archéologues autoproclamés et collectionneurs sans vergogne. Le pillage des marbres du Parthénon par Lord Elgin en 1801 demeure pour les Grecs le symbole douloureux de cet affront historique. Parmi les pièces inestimables transportées jusqu'au British Museum de Londres, une cariatide, statue de jeune vierge qui, avec ses 5 sœurs, supporte le portique de l'Érectéon, un temple dédié à Athéna et Poséidon. On raconte qu'une fois la nuit tombée et les visiteurs partis, les cariatides qui restent pleurent leurs sœurs disparues. Dans le quartier très touristique de la Plaka, entre les différentes boutiques de souvenirs, il y a même des avis de recherche pour la pauvre cariatide disparue. Avez-vous vu cette femme? Elle manque terriblement à ses sœurs. Est-ce que le commerce illégal, le trafic des antiquités, des artefacts archéologiques, c'est un problème important en Grèce? Ça n'affecte pas beaucoup mon travail d'archéologue, mais ça a une incidence sur la mémoire culturelle d'un endroit, la Grèce dans notre cas, parce que les gens volent pour leur profit personnel quelque chose qui appartient au monde entier. Les pilleurs sortent ces objets de leur contexte. Pour un archéologue, le sol représente un contexte. C'est le plus important. Pour moi, c'est aussi grave qu'un vol ou un acte portant atteinte à des biens culturels, ou même la dégradation d'un monument par des graffitis, par exemple. Quels sont les artefacts qui sont les plus, qui ont la plus grande valeur, justement, qui se vendent le mieux ou qui intéressent le plus les trafiquants? Ce qu'ils recherchent le plus, ce sont les petits objets de valeur, comme des bagues en or ou avec des pierres précieuses. Tout ce qui est petit, facile à transporter et à cacher, mais qui rapporte gros. Quand la Grèce acquit enfin sa pleine indépendance au cours du 20e siècle, les lois concernant la protection du patrimoine furent fortement resserrées. Aujourd'hui, le ministère de la Culture compte sur une force policière pour les faire respecter. Les excavations illégales sont en augmentation ces dernières années. Le trafic d'antiquités aussi. Ceux qui s'adonnent au pillage proviennent de toutes les classes sociales. Et les acheteurs se trouvent aussi bien en Grèce qu'à l'étranger. Le patrimoine culturel de la Grèce est particulièrement riche. Pour le protéger, on a institué un cadre juridique très strict. À quelle punition on s'expose quand on fait ce genre de commerce-là, le commerce illégal des antiquités? La loi prévoit des peines extrêmement sévères.
Les pilleurs risquent des amendes, mais également de sérieuses peines d'emprisonnement. Le problème, c'est que les trésors de l'Antiquité sont disséminés un peu partout en Grèce. Nombre d'entre elles dans des régions peu ou pas habitées, des petites îles de la mer Égée ou dans les Cyclades, par exemple. Surveiller un tel territoire est une tâche colossale. Nous devons donc compter sur un solide réseau d'informateurs. Et je tiens à dire que notre service ne se consacre pas seulement à la défense du patrimoine grec, mais aussi à celui du monde entier. La Grèce possède un territoire étendu et dans un contexte de restrictions budgétaires, il devient difficile pour les squads anti-pillage de surveiller l'ensemble des sites archéologiques. Et pour l'historien de l'art Achilleas Tsantsilis, l'usage de la force n'est pas le meilleur moyen pour éradiquer le marché noir. À mon avis, le gouvernement devrait créer un cadre légal pour ceux qui veulent faire le commerce de trésors de la Grèce antique. De cette manière, le marché noir finira par disparaître. Il n'existera plus. C'est un peu comme pour les drogues douces. C'est une approche immature de la part des autorités grecques. Les politiciens veulent faire avaler à la population l'idée que notre patrimoine culturel est très important, nous n'allons pas laisser des étrangers voler nos artefacts. Mais c'est une illusion. Nous ne pouvons pas nous permettre de garder tous les artefacts que nous trouvons chaque année et de les préserver dans les conditions optimales. Ouvrez le marché, donnez la permission de vendre et d'acheter à ceux qui sont honnêtes et dignes de confiance. Ouvrez le marché. La Grèce a une longue histoire, mais vous savez, les Grecs d'aujourd'hui doivent comprendre que nous ne sommes pas qu'un simple lien avec le passé. Nous devons aussi nous tourner vers l'avenir. De nombreuses voix réclament le retour des trésors acquis de façon illégitime. Certains musées ont déjà entrepris d'en rendre une partie, mais d'autres, comme le British Museum, refusent toujours. C'est qu'ils craignent un précédent qui les forcerait à remettre une importante partie de leur collection, non seulement à la Grèce, mais aussi à tous les pays d'où proviennent leurs artefacts. Est-ce qu'un jour, les fameux trésors qui ont été volés par les Britanniques qui sont au musée, au British Museum, est-ce qu'ils vont revenir en Grèce? C'est un enjeu politique qui concerne le ministère de la Culture, alors je préfère m'abstenir de commenter. Mais c'est certain que la plupart des Grecs voudraient voir ces trésors rentrer au bercail. Nous pouvons changer le présent, mais nous ne pouvons jamais revenir en arrière. Une excavation n'est possible qu'une seule fois. Alors il faut s'assurer que tout soit fait dans les règles de l'art la première fois, parce que vous ne pouvez jamais remettre les choses telles que vous les avez trouvées. Dans l'esprit des Grecs, le pillage commis par les étrangers est un crime grave. Mais lorsqu'il est perpétré par l'un des leurs, ça devient un véritable sacrilège. Moi, je suis grec, là, je sors de chez moi, je marche dans ma cour, puis je trouve un artefact, je trouve une statue. J'ai l'impression que c'est à moi, mais dans le fond, ça appartient à la communauté. Il y a quelques années, j'ai entendu une très belle histoire concernant un pêcheur grec qui m'a redonné espoir. Alors qu'il pêchait, cet homme a trouvé une belle statue de femme en bronze. Il n'a pas hésité une seconde et il l'a signalée. Elle est maintenant à l'Institut archéologique de Grèce. Est-ce qu'on reçoit une compensation? Oui. Cela soulève donc une autre question. Combien? Quelle est la valeur? Même la plus petite des sommes peut être encourageante pour que tout le monde fasse la même chose. C'est comme ça que vous éduquez. Encouragez les gens à agir de même. Personnellement, je trouve qu'une partie de mon patrimoine et de mon histoire manque. Aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a plus d'excuses.
si c'est tellement un sujet, comment dire, symbolique, sensible pour les Grecs, est-ce qu'un individu qui est condamné pour avoir fait du trafic illégal d'antiquités serait pas un peu vu comme un espèce de traître à la nation? Oui, et si je peux me permettre, je crois que ça nous ferait encore plus mal. D'un point de vue légal, les sanctions seraient les mêmes. Mais le coupable serait vu comme un opportuniste et, à mon avis, pour les Grecs, ce serait un plus grand déshonneur. De l'aube de la civilisation à l'effondrement récent de leur économie, en passant par les terribles années de la dictature, les Grecs auront traversé les siècles comme Ulysse sur son navire, ballottés par les remous de l'histoire. Cette histoire si mouvementée, impitoyable, mais qui demeure leur première fierté et leur plus grande richesse. Chaque fois qu'un empire, qu'un tyran, qu'un gouvernement a voulu les contrôler en leur imposant des interdits trop lourds, les Grecs ont trouvé une façon de résister. « Connais-toi toi-même », disait le philosophe Socrate. Les Grecs se connaissent bien. Ils savent qu'ils ne sont peut-être pas au bout de leur peine, mais ils en ont vu d'autres. Et ils savent surtout que, quoi qu'il arrive, le soleil se lèvera encore demain sur l'Acropole. Poursuivez l'expérience en ligne, tv5.ca.